Bonjour et bienvenue à ce module de formation. C'est dans le cadre de la préparation à la certification Huawei en Data Communications. Il s'agit précisément du premier des 22 modules que compte la formation. Le module est intitulé Data Communication Network Basis, c'est-à-dire les fondamentaux des réseaux de communication de données. Nous allons passer directement à l'introduction à ce module. Ici, elle est appelée forward. En fait, en français, on traduirait forward par euh, avant-propos, préface et peut-être donc introduction. Et c'est ce dernier mot que nous allons retenir ici. Il faut dire que la structure des modules est la même pour tous les modules, à savoir donc au début, vous avez une introduction suivie d'un certain nombre d'objectifs qui vous annoncent le contenu du module, c'est-à-dire ce à quoi vous pouvez vous attendre à travers l'étude du module. Et à la fin, il y a un certain nombre de questions et un résumé de fin, un résumé du module. Ces éléments devaient permettre à l'apprenant de savoir s'il a compris le module. Il devait servir de boussole à l'apprenant, surtout à la fin, vérifier si tout ce qui a été annoncé au début a été compris, ou bien s'il y a quelque chose qu'il faut encore bien regarder. Alors, le premier point dit, communication has always been with us ever since the origin of human society. La question ici, c'est peut-être de situer le début de la communication. Et cette phrase nous dit que la communication, elle est aussi vieille que la société humaine. Communication has been playing an increasingly important role, especially since human society entered the information era in the 1970s or 1980s. Donc, la communication joue un rôle de plus en plus important, surtout depuis que la société humaine est entrée à l'ère de l'information. Et le début de cette ère est situé ici, dans les années 70 ou dans les années 80. Ce n'est pas toujours précis de situer le début d'une évolution sociale. Nous savons que la société a continué d'évoluer. On parle aujourd'hui de l'ère de l'information, de l'ère du numérique, avec notamment les termes comme économie de l'intelligence ou bien économie du numérique. Le deuxième point dit, the communication mentioned in this course refers to the communication implemented through a data communication network. Donc, dans notre contexte ici, la communication signifie la communication réalisée à travers un réseau de communication de données. This course, ce sont les modules qui sont appelés courses ici. This course describes the concepts related to communication and a data communication network, information transfer process, network devices and their functions, network types, and typical networking. Donc, ce sont là les grands sujets qui vont être abordés dans le module. Le module décrit donc les concepts liés à la communication et à un réseau de communication de données, au processus de transfert de l'information, aux appareils réseau et leurs fonctions, au type de réseau et les façons ou bien les scénarios d'utilisation de réseau. In addition, this course briefly introduces the concepts related to network engineering and network engineers. Donc, en plus de
ces sujets qui sont annoncés, le module va introduire brièvement les concepts liés à l'ingénierie des réseaux et aux ingénieurs réseaux. Le domaine des réseaux, c'est un domaine d'ingénierie par excellence. Dans l'ingénierie réseau, c'est la branche de l'ingénierie qui s'occupe de la conception, euh, de la réalisation des réseaux. Et ceux qui exercent cette profession sont appelés des ingénieurs réseau. Voilà donc pour ce qui est de l'introduction. Regardons donc les objectifs. On completion of this course, you will be able to, à la fin de ce module, ou bien après avoir terminé ce module, vous devez être capable de, le premier point, understand the concepts related to communication and a data communication network. Donc, comprendre les concepts liés à la communication et à un réseau de communication de données. Être capable de décrire le processus de transfert de l'information. Ça, c'est le deuxième objectif. Distinguer les appareils réseau de différents types et comprendre leurs fonctions de base. Comprendre les différents types de réseaux et les types de topologie. Et le dernier point en objectif, c'est comprendre les concepts liés à l'ingénierie des réseaux et aux ingénieurs réseaux, comme nous avons dit tout à l'heure. Nous allons à présent découvrir les icônes utilisées par Huawei. Vous voyez le tableau, il est riche et il indique en fait qu'il existe beaucoup de types d'équipements que l'on rencontre en réseau. Et nous allons prendre le temps de parcourir toutes ces icônes. La première ici désigne le routeur en général, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas de spécificité particulière à indiquer. On utilise ce symbole. Donc, dans une topologie, on indique tout simplement que voilà une position. Ici, c'est une position qui va être occupée par un routeur. C'est la même chose pour le commutateur switch. Dans le symbole général, c'est S que vous avez là. Si on n'a pas de spécification à donner nécessairement à un endroit de la topologie, on met ce symbole pour le switch. Et vous avez ensuite ici 4 icônes plus spécifiques pour les switches. Alors, nous avons d'abord les switches de dorsal, core switches, comme on les appelle, ou bien les switches de backbone. Ce sont les plus performants dans leur rôle. Ensuite, nous avons les switches d'agrégation. En termes de performance, ils sont intermédiaires entre les switches de dorsal et les switches d'accès que nous avons ici. Les switches d'accès sont les moins performants. Ce sont les switches auxquels on attache les systèmes terminaux, c'est-à-dire les appareils utilisateurs notamment. Et nous avons cette icône qui désigne les piles de switch, les switches empilés. Oui, dans certaines situations, dans certains scénarios, il peut être utile d'empiler des switches pour répondre aux exigences, aux besoins de l'utilisation. Nous passons au firewall. L'icône est là. Les firewalls, là, nous sommes en domaine de sécurité et les firewalls constituent un système de défense très important dans le domaine. Nous avons ensuite les NMS, c'est-à-dire les systèmes ou bien les consoles de management de réseau. Vous savez, les infrastructures réseau sont suffisamment complexes aujourd'hui pour qu'on ait besoin de systèmes aussi intelligents, aussi complexes pour les surveiller, pour les superviser et les faire fonctionner proprement. Donc, les centres de contrôle de réseau, de
contrôle de l'exploitation de fonctionnement des équipements. C'est ce qu'on appelle Network Management System. Nous avons ensuite deux icônes représentant des équipements de réseau sans fil. D'abord, pour les réseaux sans fil locaux, wireless LAN, nous avons ici le point d'accès, Access Point. Et en général, pour les télécoms, nous avons ici la station de base. Alors, il vient ensuite ici le symbole d'un serveur, en général, sans précision. Donc, lorsqu'il y a une fonction de serveur quelque part dans l'architecture, dans une topologie, on doit utiliser ce symbole. Et nous avons à côté l'icône pour représenter un cluster de serveurs. Un cluster, c'est un pool, un regroupement de plusieurs équipements de même nature. Et c'est toujours pour réaliser notamment de la fiabilité et de la performance. Donc, on voit plusieurs serveurs donc regroupés ici dans l'icône. Nous avons ici le symbole ou bien l'icône d'un serveur FTP, très compréhensible parce que nous avons d'abord le serveur suivi donc le symbole du dossier. Un serveur d'authentification, peut-être comme Radius, vous avez déployé un serveur Radius quelque part dans le réseau. On utilise donc cette icône. Ici, nous avons l'icône pour représenter un utilisateur réseau en privé, un Personal Network User, par opposition à un utilisateur en entreprise, Enterprise Network User. Donc, ici, un utilisateur en privé, on peut dire en dehors du lieu de service, et là, un utilisateur au lieu de service. Le symbole pour l'entreprise, et notamment le siège, le headquarter. Ici, le symbole pour un utilisateur en déplacement, notamment en déplacement professionnel. Vous avez Business Trip, un utilisateur réseau en déplacement professionnel. Nous avons un autre équipement de réseau sans fil, plus précisément donc de wireless LAN, les contrôleurs d'accès, access controller. Et nous avons le symbole du signal, c'est aussi les réseaux sans fil. Et plus précisément ici, ce symbole indique un équipement qui fait de la transmission sans fil. Pour les réseaux, nous avons ici les nuages, 3 nuages. Pour l'Internet, c'est indiqué. Pour un réseau public dont on n'a pas les détails, c'est un nuage rempli, foncé comme cela, de préférence le bleu. Et pour le cloud, des choses spécifiques au cloud computing. Donc, l'infrastructure dans le cloud, nous mettons donc cet autre symbole. Ici, nous reconnaissons bien le téléphone conventionnel, mais avec IP dessus, pour dire que c'est un téléphone qui se connecte au réseau informatique. Et si on le connecte là, c'est pour réaliser donc de la communication vocale dans un réseau de communication de données. Ici maintenant, nous avons des icônes pour les systèmes terminaux, c'est-à-dire les équipements utilisateurs. Nous avons d'abord le PC, ça fait penser un poste de travail desktop. Ensuite, nous avons le PIDE, vous voyez ici, pour celui-ci et pour le téléphone, nous avons le symbole du signal sans fil dans la transmission sans fil. Donc, les deux symbolisent donc des équipements qui vont se connecter au réseau par le canal sans fil. Et le laptop aussi, c'est un desktop. Qu'est-ce que je vais dire? C'est un poste de travail, mais plus spécifique. Quand on travaille, par exemple, avec les wireless LAN, le poste de travail va être représenté par un laptop
plutôt que par un poste de travail conventionnel, un ordinateur desktop. Voilà donc pour ces icônes, il faut les connaître pour pouvoir lire les topologies que nous allons rencontrer et aussi pour construire les topologies que nous aurons à monter en tant qu'ingénieur réseau. Alors, nous allons donc prendre le premier point du module, le premier grand titre, à savoir la communication et les réseaux. Concept de communication réseau, comme nous avons dit tout à l'heure, ici, nous parlons de la communication qui s'effectue à travers le réseau. La communication désigne l'échange d'informations, j'allais dire le transfert d'informations et l'échange d'informations entre les humains, les humains et les objets, et entre les objets via un certain médium et un certain comportement. C'est clair. Et nous pouvons imaginer des situations où nous-mêmes, en tant qu'utilisateurs, vivons cela. Donc, d'abord, échange entre des humains, c'est-à-dire que les deux partenaires qui communiquent sont des êtres humains. Échange entre humains et les objets, on avait l'habitude de dire entre les humains et les machines, mais vous savez comment les choses ont évolué et que désormais, on a des appareils de taille variée et d'intelligence variée que l'on peut connecter au réseau. On utilise dans ce contexte le terme objet. Nous savons qu'actuellement, ou bien parmi les thèmes d'actualité, nous avons IoT, c'est-à-dire Internet of Things, l'Internet des objets. OK. Network communication refers to communication between terminal devices through a computer network. Donc, la communication réseau désigne la communication entre des équipements terminaux ou bien des appareils terminaux. On dit aussi les systèmes terminaux. Les systèmes terminaux. Donc, communication entre des systèmes terminaux via un réseau d'ordinateurs. Le terme original, c'est Computer Network, que nous traduisons en français par réseau informatique. Alors, nous avons ici quelques exemples de situations de communication en réseau. Le A, le premier cas là, le premier exemple, c'est peut-être très banal. Deux systèmes terminaux, c'est-à-dire deux machines sont reliées entre eux directement par un câble. Oui, on dirait que c'est un réseau primitif. Nous avons un second cas ici où les machines sont connectées en étoile via un routeur. Normalement, on devait mettre plutôt un commutateur ici, un commutateur. Le routeur vient plutôt pour l'interconnexion, donc un switch ici. Et ce switch devient donc le médiateur entre les systèmes terminaux, c'est-à-dire que pour que les deux s'y communiquent, ça doit passer par le switch ainsi. La communication entre les systèmes terminaux se déroule avec l'aide ou bien en passant par le switch, le nœud central en ce moment. Nous avons une autre situation ici, celle que nous-mêmes nous vivons habituellement en tant qu'utilisateurs. Une machine qui est connectée à une autre machine éloignée, dans ce cas un serveur, via une infrastructure, notamment notre Internet. Et l'utilisateur ici n'a aucune idée parfois de la position de l'autre machine. Je dis l'utilisateur ici, le partenaire, l'un des partenaires de communication, n'a aucune idée de la position donc, de la machine avec laquelle il communique. Nous passons à la diapositive suivante.
pour parler du processus de transfert de l'information. Pour faire comprendre le transfert de l'information dans la communication réseau, on peut chercher une analogie dans les services de courrier que nous connaissons très bien. Alors, nous avons ici un objet qui doit être expédié. D'ici, voici le point de départ. C'est chez l'expéditeur ici et le destinataire se trouve quelque part là-bas. On peut être sur des continents différents, c'est-à-dire que l'étendue géographique entre les deux partenaires ici n'est pas limitée. Donc, l'objet est emballé. Par exemple, si un téléphone tel que nous voyons là, on doit l'emballer de sorte qu'il ne soit pas endommagé pendant le transport. Et on doit donner des indications nécessaires pour son transport, notamment l'adresse du destinataire. Alors, cet objet ainsi emballé va dans un centre de distribution. Nous pouvons entendre par ici le service de courrier que nous avons choisi. Et à partir de là, nous ne savons plus par quelle voie, je vais dire nous, en tant que utilisateurs, ne savons pas par quelle voie le paquet va passer pour arriver à destination. Donc, nous avons une sorte de nuage ici. C'est le centre de départ qui sait par quelle voie il faut acheminer le paquet pour qu'il arrive à sa destination. Ici, nous constatons que c'est un paquet qui doit passer par la voie aérienne et dans tous les cas, il arrive à un autre centre de distribution et ce centre, sur la base des informations indiquées sur l'emballage, va savoir comment remettre l'objet au destinataire. Et quand l'objet est au niveau du destinataire, la communication a donc eu lieu. L'objet est passé d'un point géographique à un autre. Alors, dans la communication réseau, c'est semblable. L'objet à envoyer, c'est une portion de données que nous avons. Cette donnée part de la source et sont emballées pour obtenir ce que nous appelons aussi paquet dans notre contexte ici. Vous voyez donc le contenu que nous devons transporter ici avec la couleur pour indiquer. Et l'emballage que nous avons là sous forme de carton, c'est ça ici, c'est l'entête qui est ajoutée aux données de départ. Donc là, vous voyez un en-tête qui a été ajouté aux données de départ. Et la porte de sortie de notre réseau, c'est le centre de distribution que nous avons là, ou bien représente le centre de distribution. C'est généralement un routeur que nous appelons notre passerelle, gateway router ici. Et le nuage dont je parlais tout à l'heure est représenté par notre infrastructure Internet, dont nous ne maîtrisons pas les détails. Et on arrive à la sortie de ce nuage à une autre passerelle, cette fois-ci pour l'entrée dans un réseau local, la passerelle d'arrivée, qui va donc acheminer le paquet tel que nous avons eu ici, c'est-à-dire les données avec l'emballage qui est l'entête, et le destinataire va donc interpréter cette entête pour avoir les données, récupérer les données telles qu'elles sont parties de la source. Je devais normalement tirer dans ce sens. Donc, à ce niveau, donc, les données que nous avions ici sont passées de la première machine, la machine source, à la machine de destination. Donc, la communication a eu lieu. Donc, les termes, j'ai dit ici, expéditeur, dans le langage des services de courrier habituels. Ici, c'est la source, comme nous appelons. Là, le destinataire, on dit la destination.
Alors, nous allons avancer. Nous avons évoqué là tout de suite un certain nombre de termes que nous allons regarder en détail. Il y a d'abord les données représentées là comme objet à transporter, comme entité à transporter. On dit plus précisément data payload, c'est-à-dire la charge utile. La charge utile que l'utilisateur veut déplacer d'une machine à l'autre. La description, c'est information convey, l'information exprimée, l'information représentée sous une forme quelconque qui doit donc partir de la source à la destination. Nous avons la notion de paquet. Les données, c'est la charge utile emballée, d'après ce que nous venons de voir. A data unit switch and transmitted on the network, donc unité de données commutée et transmise sur le réseau. Alors, tout à l'heure, je parlais d'en-tête, header, c'est ça ici. Donc, le morceau ou bien les informations qui sont ajoutées devant la charge. Je dis bien devant la charge. Je ne sais pas si nous devons partir de la gauche vers la droite ou bien de la droite vers la gauche. Dans tous les cas, nous avons notre morceau de données ici. Data, prenons ceci, le sens là, ici, donc c'est devant. Donc l'entête est ajoutée ici. L'entête est ajoutée ici. Et telle, c'est la queue qui est ajoutée, l'information qui est ajoutée à la charge à la fin. Donc la queue. Ah, je ne sais pas si la représentation vous inspire particulièrement. Donc voilà les deux éléments. Ce sont des informations qui sont ajoutées aux données à transporter. C'est tout ce qu'il faut retenir là pour l'entête et la queue. Nous avons maintenant le processus d'encapsulation et de décapsulation. Le processus d'encapsulation, c'est l'ajout, le processus d'ajout de l'entête et de la queue à une charge utile à transporter. Donc, ce que nous faisons là, ajouter l'entête et la queue, c'est ce qu'on appelle encapsulation. Et le résultat ici, c'est ça que nous appelons paquet. Une fois qu'on a ajouté aux données de départ, data ici, un en-tête et une queue, on a ce qu'on appelle un paquet. L'appellation va varier en fonction du niveau où nous nous trouvons dans l'architecture de communication. Ça, c'est clair, mais nous arriverons là-dessus plus tard. Nous reviendrons dessus plus tard. OK, je voudrais écrire paquet, ce n'est pas très facile. Le processus inverse, c'est ce qu'on appelle le processus de décapsulation, consiste à enlever l'entête et la queue pour récupérer les données de départ, les données qui étaient effectivement transportées. Donc, à l'arrivée, nous avons donc à récupérer uniquement la portion-ci, les données à transporter. Ça veut dire qu'il faut enlever l'entête et la queue qui ont été ajoutées. Et ce processus est appelé la décapsulation. Je voudrais ajouter que généralement, ce n'est pas à tous les niveaux que la queue est ajoutée, ce qui est généralement fait par toutes les couches. Je peux le dire, c'est l'ajout de l'entête. Il y a des couches qui n'ajoutent pas, beaucoup de couches n'ajoutent pas de queue. Alors, la passerelle, gateway, appareil réseau qui fournit des fonctions telles que la conversion de protocole, la sélection de routes et l'échange de données. Oui, on traverse la passerelle pour partir d'un réseau à un autre. Il peut arriver que les protocoles utilisés dans le réseau d'arrivée ne soient pas les mêmes, donc il y a une conversion de protocole à effectuer. Et il faut savoir vers où on va quand on sort du réseau local.
notamment. Là, il y a le problème de sélection de route pour l'acheminement des paquets. Et il y a l'échange de données, processus, relayer les données entre les deux réseaux. La passerelle est située entre les deux réseaux différents et doit donc relayer les paquets entre les deux. Souvent, les routeurs qui jouent ce rôle sont intégrés dans plus de deux réseaux, ont des pieds dans plus de deux réseaux. Ils vont donc faire le relais entre N réseaux. Le routeur, précisément, c'est un équipement réseau. La passerelle, c'est en fait c'est une fonction, jouer la fonction de passerelle. Et je dis que cette fonction est habituellement jouée par des équipements que l'on appelle des routeurs. Qu'est-ce qu'un routeur? Un équipement réseau qui sélectionne un chemin de forwarding des paquets. Sélectionner un chemin de forwarding des paquets. Là devant, nous allons avoir plus de détails sur les routeurs. Et l'appareil terminal ou bien l'équipement terminal, je dis, on parle habituellement aussi de N-system ou système terminaux. Il s'agit donc des systèmes qui peuvent être source ou destination de la communication. Donc, un device, appareil terminal d'un système de communication de données utilisé comme émetteur, source ou bien récepteur de données. Utilisé donc, un appareil terminal apparaît dans deux rôles dans la communication, une fois comme émetteur et une autre fois comme destination des données échangées. Passons au concept de réseau de communication de données. Lisons un peu. Un réseau de communication de données comprend les routeurs, les switches, les firewalls, les contrôleurs d'accès, les points d'accès. Donc, bref, tous les types d'appareils pour lesquels nous avons vu des icônes au début. Nous avons vu que le tableau des icônes était très impressionnant. Un réseau de communication de données implémente la communication de données. C'est le support sur lequel on effectue la communication de données. Voici la structure typique que l'on rencontre pour un réseau d'entreprise ou une infrastructure réseau. Nous pouvons reconnaître ici trois niveaux. On parle aussi de couches, à ne pas confondre avec les couches de l'architecture que nous allons voir là. Il s'agit de couches dans la structure du réseau physique. Alors, il y a ici, non, c'est plutôt ici, le début de la périphérie vers l'intérieur. Nous avons la couche d'accès. Peut-être, je vais écrire ici. Nous avons la couche d'accès. Ici, c'est la couche d'agrégation. Agrégation. Et ici, nous avons la dorsale, ou bien le noyau, ou bien backbone. Nous avons la dorsale. Un instant, pardon. Je vais prendre. OK. Donc, si vous avez bien regardé, nous avons bien dit que cette icône représentait les commutateurs d'accès. Donc, ce sont eux qui sont à la périphérie. C'est à ces commutateurs que l'on attache les systèmes terminaux. Ici, vous ne trouverez pas de système terminaux. Dans quelques cas, c'est peut-être des serveurs que l'on peut avoir ici.
beaucoup plus à l'intérieur, pas directement à la périphérie. Alors, je disais qu'au niveau de la performance, ici, on va du moins performant au plus performant et ainsi de suite. Quand on passe de la couche d'accès à la couche de backbone en passant par la couche d'agrégation. Vous retrouvez ici une segmentation horizontale, c'est-à-dire que le même niveau, ça c'est le point d'accès au réseau. Ça peut être par exemple les réseaux dans des bâtiments différents. Ici, on a des Office Area 1, Office Area 2, Office Area 3. Dans un grand immeuble, ça peut être par exemple les réseaux d'étages, ou bien même quand tout dépend de la taille et, du bâtiment. Sur un étage, on peut faire plusieurs réseaux et les relier ainsi. Donc, on aura déjà l'agrégation au niveau de l'étage. Et donc, nous retenons 3 couches régulièrement. Et ensuite, donc, pour sortir, quand il y a ouverture du réseau de l'entreprise vers l'extérieur, nous retrouvons les appareils de sécurité ici entre le réseau de l'entreprise et le monde extérieur, les firewalls. Notre système de contrôle ou bien les installations de contrôle regroupées ici en NMS, Network Management Systems. Okay. On est ici dans ce qu'on appelle la salle des équipements. Parfois, on appelle salle serveur en fonction de la configuration de l'infrastructure, salle de télécommunication, ainsi de suite. On trouve là différents systèmes qui permettent de fonctionner de faire fonctionner l'infrastructure. Si on a par exemple des serveurs DNS, serveurs DHCP, ils devraient être ici, et des serveurs d'application aussi. Et surtout, la passerelle que nous avons là se trouve aussi dans la salle serveur. Nous allons regarder maintenant les différents équipements, quelques-uns des équipements que nous avons cités jusqu'ici. D'abord, le commutateur, il est pratiquement l'équipement de base pour la construction de réseau. La construction de réseau commence par le commutateur, le minimum. Vous voyez ici, un petit réseau local basé sur un commutateur. C'est le minimum d'équipement réseau qu'il faut pour construire un réseau. Donc, un appareil, a device closest to end user, donc l'appareil réseau, l'équipement réseau le plus proche des utilisateurs terminaux, c'est-à-dire les humains aussi, ou bien les postes de travail, utilisé pour accéder au réseau et qui relaie les trames de données. Donc, la nature et la fonction, dont le commutateur relaie les trames de données entre les équipements terminaux, comme nous avons illustré tout à l'heure. Ça, ce sont les liens logiques que je marque là. En 2 points, donc, des informations sur le switch. Offre donc l'accès réseau aux terminaux tels que les PC et les serveurs, et fonctionne dans la couche 2. Donc, commutation de la couche 2. De par leur nature, les commutateurs de réseau informatique sont les appareils de la couche 2. Et il faut dire que le terme commutateur s'utilise dans des contextes différents. Nous parlons ici des commutateurs des réseaux informatiques. Il y a des commutateurs des réseaux de télécommunications qui sont différents de ce que nous voyons ici. Et il y a aussi les commutateurs des réseaux mobiles que l'on appelle par exemple MSC, donc dans le GSM. Et les autres standards subséquents qui ont adopté
la terminologie, ou bien en grande partie la terminologie donc, du GSM. Après les switches, parlons un peu de routeur. Un routeur est un appareil de la couche réseau qui forward les paquets de données sur Internet, ou bien on devrait dire entre des réseaux. Le routeur ne s'utilise pas uniquement entre un réseau et le réseau Internet, mais là où il y a interconnexion, on rencontre généralement un routeur. Donc, forwarder les paquets entre les réseaux. Sur la base de l'adresse de destination dans le paquet reçu, le routeur sélectionne un chemin pour envoyer le paquet vers le prochain routeur ou vers sa destination. Ce qui se passe, c'est que lorsque la communication a lieu, comme nous avons illustré, un paquet traverse généralement plusieurs routeurs entre la source et la destination. Plusieurs routeurs entre la source et la destination. Voilà, donc ici, il part de la source ici, ça c'est le routeur de sortie. Il traverse des routeurs là, traverse d'autres routeurs et arrive au dernier routeur qui est le routeur d'arrivée. Ça, c'est le réseau d'arrivée. Ça, c'est le réseau de départ. Donc, ici, quand on dit que sur la base de l'adresse de destination, le routeur relaie le paquet à un autre routeur. Donc, par exemple, ici, celui-ci va envoyer le paquet à un autre routeur. Même chose là, le paquet va aller à un autre routeur que l'on appelle un next hop. Et c'est à l'arrivée, donc, le dernier routeur sera chargé de livrer le paquet à la destination, c'est-à-dire à un système terminal. Ah oui, c'est même là. The last router on the path is responsible for sending the packet to the destination host, dans l'hôte de destination. Donc, en quelques points encore sur le routeur, sa nature et sa fonction, implémente la communication entre les réseaux de même type ou de type différent. C'est bien précisé. Là, donc les réseaux entre lesquels un routeur fonctionne peuvent être de même type ou de type différent. Ça, c'est un grand avantage des routeurs. Résoudre le problème d'hétérogénéité entre les technologies, ce qui n'est pas possible pour les switches. Un switch est monotechnologie, c'est-à-dire que quand c'est un switch Ethernet, c'est Ethernet. Vous n'allez pas avoir un switch Ethernet et token ring en même temps. Un routeur, ça c'est le deuxième point. Le premier ici, donc, oui. Deuxième point, donc, isoler les domaines de broadcast. Quand un poste de travail, un système terminal envoie un paquet ici en broadcast, alors lui, il traverse tous les switches. Nous avons un switch ici, mais qui représente tout ce qui peut être là comme switch. On peut avoir un switch pour un réseau local comme celui-ci. Donc, un broadcast comme ça traverse les switches, donc se répand ici dans la zone qui est illustrée, tout ce réseau. Et les routeurs ne relaient pas les broadcasts. Ça veut dire que ce broadcast ne pourra pas traverser ici ou se retrouver de l'autre côté du routeur. Il ne pourra pas traverser. Donc, on dit le routeur isole les domaines de broadcast. Maintenir les tables de routage, on dirait entretenir les tables de routage et exécuter les protocoles de routage. Comme son nom l'indique, le routeur doit effectuer le routage et pour cela, il exécute les protocoles de routage qui leur permet aux routeurs qui sont connectés entre eux dans l'infrastructure d'échanger des informations sur lesquelles ils vont se baser pour acheminer les paquets. Et ces informations, chacun les garde, chaque routeur les garde dans sa table de routage. Maintenir ici veut dire d'abord pouvoir ajouter une route dans une table de routage
pouvoir modifier la route lorsque il y a eu changement sur l'infrastructure et des changements qui impliquent des modifications de route. Ça peut être qu'une route disparaît ou tout simplement que les propriétés de la route changent. Sélectionner les routes et forwarder les paquets IP. Donc, quand un paquet arrive au niveau d'un routeur, il doit, sur la base de sa table de routage, choisir la route sur laquelle le paquet va être acheminé pour continuer sa route vers la destination. Donc, quand nous voyons illustré ici, ce n'est qu'après que le routeur ait sélectionné une des routes disponibles que le paquet peut être forwardé ainsi. Il faut que je coche ici. Implémenter l'accès au réseau à grande distance, l'accès WAN, et effectuer la traduction d'adresse. La traduction d'adresse qui se fait généralement lorsque l'on veut sortir du réseau de l'entreprise vers l'extérieur, synonyme d'aller sur la grande distance. Et la traduction vient notamment lorsque on a utilisé des adresses privées à l'intérieur du réseau de l'entreprise. Là, forcément, ces adresses ne pourront pas être visibles ou bien une communication avec ces adresses vers l'extérieur n'est pas possible. Donc, il faut effectuer une traduction d'adresse. Connecter les réseaux de la couche 2 et connecter les réseaux de la couche 2 construits sur la base de switch. Nous voyons ici le routeur, il est connecté de part et d'autre au switch. C'est effectivement la réalité ici. Les switches, je dis que nous avons une représentation avec un switch mère qui représente un nombre quelconque de switches dont on peut avoir besoin pour construire le réseau ici. Même chose là-bas. Et quelque part, donc, pour que la communication puisse se passer entre les deux, on a un routeur qui joue le rôle de médiateur, en fait, équipement d'interconnexion. Nous avançons pour parler cette fois-ci des firewalls, le troisième type d'équipement que nous regardons en détail. Firewall, un appareil de sécurité réseau utilisé pour assurer une communication sûre, peut-être davantage, il faut dire communication sécurisée entre deux réseaux. Il monitore ou bien surveille, procède à la restriction, limite et modifie les flux de données qui le traversent. Voilà les premières fonctions: surveiller, restreindre, modifier les flux de données qui passent. Nous sommes ici là. Le firewall se situe à la frontière entre deux réseaux et il y a des flux de communication là qu'il doit donc monitorer, restreindre parfois, c'est-à-dire bloquer certains, modifier, changer par exemple d'adresse comme nous avons dit tout à l'heure. Et autre chose, le firewall cache des informations sur les réseaux internes à l'extérieur. Donc, cache l'information, la structure et le statut de fonctionnement des réseaux internes au réseau public. Que de l'extérieur, on ne puisse pas avoir un certain nombre d'informations sur le fonctionnement du réseau interne qui est ici. Le principe de déploiement des firewalls est le suivant. On se dit, on a deux réseaux qui ont des besoins de sécurité différents. Un réseau interne qui a besoin d'un niveau de sécurité plus élevé et un réseau public qui est vu comme source de menace.
Donc, le firewall doit donc assurer la protection à la frontière entre les deux. Nous avons ici une configuration typique des firewalls avec ce qu'on appelle la zone démilitarisée. Démilitarised zone, voilà que je n'y arrive pas, de la zone démilitarisée, ok, DMZ. Hein. Ok, quelques points cités donc, isoler les réseaux de niveaux de sécurité différents, implémenter le contrôle d'accès, oui, ici, quand on vient de l'extérieur, c'est pas tout le monde qui va passer ici, ça veut le contrôle d'accès, l'un des grands mécanismes de sécurité. Donc, implémenter le contrôle d'accès entre les réseaux de différents niveaux de sécurité, comme nous avons dit là, implémenter l'authentification de l'identité de l'utilisateur. Oui. Ça entre toujours dans le contrôle, hein? Contrôle basé sur l'identité. En fonction de l'identité, on peut laisser passer un flux, une communication ou pas. Implémenter l'accès à distance. Ça se peut permettre, par exemple, aux utilisateurs de se connecter de façon sécurisée au serveur ici dans l'entreprise. Ça peut être les, le personnel de l'équipe d'administration ou bien le personnel normal dans certains cas. Supporte l'encryptage de données et les services de VPN, toujours pour la sécurité. C'est-à-dire que quand on va de l'entreprise ici pour sortir, quand il faudra être dans le réseau public, le firewall peut chiffrer les données pour qu'elles ne circulent pas en état propre, en état clair, oui, en état clair, plein texte. Et ces firewalls offrent aussi les services de VPN. Implémenter la traduction d'adresse. Les routeurs font aussi le NAT, oui. Tout dépend de la configuration que l'on aura à la sortie. Il peut y avoir des entreprises qui n'ont pas de firewall et en ce moment, le routeur va faire le NAT. Mais si on a le firewall, il sera dans le cadre donc, du design du réseau. On aura à choisir qui des routeurs qui vient généralement après ici. Parce que ça, c'est une illustration un peu simple. Dans la pratique, après le firewall, on arrive d'abord à un routeur avant le switch. Donc, implémenter les autres fonctions de sécurité, et elles sont nombreuses, ces autres fonctions de sécurité. Alors, regardons maintenant les appareils de réseau sans fil. Et nous allons nous limiter ici aux réseaux locaux sans fil, wireless LAN. Wireless LAN. Alors, comme nous avons dit ici, tout à l'heure, nous avons vu avec les icônes les points d'accès. Nous connaissons l'infrastructure traditionnelle où tout est câblé, c'est-à-dire jusqu'au desktop, jusqu'au système terminal. Hein, tout est câblé là. Mais de plus en plus, dans les infrastructures importantes, on a aussi un bon nombre de systèmes de communication sans fil. Nous avons ici un point d'accès sans fil et qui va permettre à un certain nombre d'équipements terminaux de se connecter à l'infrastructure réseau sans câble, comme nous voyons là, avec les différentes icônes. Nous avons deux configurations courantes ici. Ça, c'est une configuration avec ce qu'on appelle les points d'accès lourds, FAT API. Un point d'accès est dit lourd lorsque il implémente toutes les fonctions nécessaires pour le fonctionnement du réseau sans fil. Donc, il y a d'abord la transmission du signal qui est obligatoire
dans chaque cas, nous voyons ici, nous voyons aussi là-bas, dans la transmission du signal entre les équipements. Et maintenant, en plus ici, il y a, je dis, toutes les autres fonctions, y compris les fonctions de sécurité et aussi les fonctions auxiliaires comme le DHCP, c'est-à-dire qu'un point d'accès lourd ici va attribuer les adresses IP ou bien les données de configuration aux systèmes terminaux. La configuration alternative ici, c'est la configuration avec contrôleur d'accès. C'est-à-dire que les points d'accès, on dit ce sont des points d'accès légers, FIT et puis eux, ils s'occupent essentiellement de la transmission entre les équipements terminaux ou bien la transmission avec les équipements terminaux. Toute l'intelligence, y compris le DHCP que j'ai cité tout à l'heure, et même les autres services de sécurité tels que l'authentification et tout le reste, je dis donc que toutes ces fonctions sont concentrées ici au niveau du contrôleur d'accès ici. Ce dispositif permet en fait de couvrir une grande zone avec un bon nombre de points d'accès, des points d'accès légers comme le nom l'indique, et toute l'intelligence est derrière là-bas. Ça veut dire que chaque fois que l'on a une configuration où on doit revoir la configuration, le travail se fait essentiellement ici au niveau du contrôleur d'accès. Les points d'accès entretiennent uniquement le signal entre le réseau et les équipements terminaux. Nous pouvons progresser. Nous passons au deuxième grand titre, les types de réseaux et les types de topologie. Alors, nous connaissons la classification ou bien le découpage classique. Il existe en fait plusieurs critères selon lesquels on peut effectuer une classification de réseau. Quand nous disons souvent réseau haut débit, réseau à bande large, réseau mobile, c'est aussi de la classification, c'est-à-dire on peut regarder derrière les critères. Mais le critère le plus utilisé, c'est la couverture géographique. Hein. Sur la base de cette couverture géographique, on distingue les LAN, les MAN et les WAN. Et ce qu'il faut toujours dire, qu'il n'y a pas de délimitation de zones, c'est-à-dire des indications quantitatives par rapport aux frontières entre ces trois catégories de réseaux. Dans le LAN, réseau local, un réseau local est un réseau qui comprend des ordinateurs, des serveurs, des appareils réseau dans une zone géographique, on dirait une zone géographique limitée. La couverture d'un réseau local est généralement limitée à quelques milliers de mètres carrés. Bon, à quelques milliers de mètres carrés. Vous voyez que c'est bien vague. Les langues typiques comprennent les réseaux de bureaux des entreprises, disons tout simplement les réseaux d'entreprises, le réseau d'un cybercafé, disons pas bar, cyberbar, ou bien un réseau à domicile, Home Area Network. Et les réseaux MAN, Metropolitan Area Network, synonyme de réseau métropolitain. Un réseau MAN, c'est un réseau de communication qui couvre le domaine d'une cité, c'est-à-dire d'une ville. Je dis tout reste vague parce que les villes du monde sont de tailles très différentes. Conséquence, dans le MAN vont être aussi de tailles très différentes. Les MAN typiques comprennent des MAN à bande large ou bien haut débit, c'est les synonymes. Des MAN d'éducation, c'est-à-dire une infrastructure qui interconnecte par exemple les universités
les établissements, autres établissements dans une ville. Les lignes municipales, provinciales pour le e-government, c'est-à-dire lorsque l'administration publique utilise les systèmes informatiques à un niveau élevé pour leur fonctionnement. Et les réseaux à grande distance, c'est tout ce qui vient au-delà du MAN. Et WAN generally covers a large geographical area ranging from tens of square kilometers to thousands of square kilometers. Donc, l'étendue des LAN peut aller de quelques dizaines de kilomètres carrés à quelques milliers de kilomètres carrés. Nous savons tout simplement que même les réseaux globaux, c'est-à-dire qui couvrent la planète Terre, sont donc classés dans cette catégorie. IT, c'est-à-dire le WAN, it can connect networks of multiple cities or even networks of countries. On entend là, les LAN servent généralement comme infrastructure d'interconnexion des réseaux d'entreprises, hein, des autres réseaux. Je dis qu'ils servent essentiellement comme infrastructure d'interconnexion des autres. On dit donc qu'ils peuvent interconnecter des réseaux municipaux et même des réseaux entre des pays différents, c'est-à-dire au-delà des frontières nationales. Et l'autre point, c'est que la communication sur la grande distance se fait, signifie que l'on doit utiliser un WAN. C'est pourquoi on traduit aussi par réseau à grande distance. L'Internet est le représentant des réseaux WAN, si ce n'est pas peut-être le réseau WAN que l'on a, tout simplement. Internet, le réseau WAN. Avançons. Nous voyons ici un exemple de secteur industriel, comment se présente l'utilisation des réseaux là-bas. Ici, l'industrie de l'éducation. Oui, dans les pays, vous savez, les institutions de formation et d'éducation reposent bien sur des infrastructures réseau interconnectées entre elles. Donc, nous avons une situation ici, on a un niveau provincial, niveau municipal, niveau national, au niveau de tout le pays, n'est-ce pas? Donc, nous voyons, il y a d'abord la structure hiérarchique. Au plus petit niveau, nous avons, bon, pas petit niveau, au niveau de départ, donc, nous avons des réseaux des universités, en fait, des institutions, disons comme cela, parce que nous disons l'industrie de l'éducation. Ça peut être des établissements secondaires aussi, des établissements secondaires aussi qui sont donc dans une infrastructure commune. Non, les universités, des écoles voisines avec leur réseau qui sont donc d'abord reliés ainsi dans la structure hiérarchique que nous avons présentée tout à l'heure. Si vous regardez de près, vous allez reconnaître cette structure à trois couches que nous avions là. Et ici maintenant, donc, Man Core of the Provincial Education Bureau. C'est une illustration où on imagine l'administration de l'éducation, c'est-à-dire l'administration chargée des universités et des écoles, qui est donc responsable ici et qui offre ici l'accès notamment au réseau Internet. Vous savez, il faut aussi supporter les coûts de l'infrastructure, les coûts récurrents. C'est-à-dire, on se connecte ici, l'agrégation vers l'administration compétente ici, qui a donc ces infrastructures.
Et on peut donc interconnecter plusieurs segments, plusieurs zones comme nous avons ici, des zones provinciales, plusieurs zones au niveau provincial, ici pour atteindre le niveau municipal, ce qui est appelé niveau municipal ici. Toujours donc une structuration hiérarchique, ainsi de suite. Nous allons retenir immédiatement donc les réseaux, les infrastructures de communication réseau sont essentiellement dans une structure hiérarchisée. OK. Alors, ça nous permet de passer aux topologies réseau. Qu'est-ce qu'on entend par topologie? Une topologie réseau est un layout structuré, structure layout. Un layout structuré présenté en utilisant des médias de transmission. On peut dire tout simplement c'est la structure dans laquelle les équipements réseau sont interconnectés entre eux. La structure dans laquelle les équipements qui forment un réseau sont euh, reliés entre eux. Donc, using transmission measure to interconnect various devices qui sont cités là. Et nous devons noter qu'il y a ce qu'on appelle la topologie physique. Habituellement, quand on parle de topologie, on voit la topologie physique, mais il y a aussi la topologie logique. Donc, the network topology is used to describe the physical or logical structure. La topologie réseau décrit aussi bien la structure physique que la structure logique. Ce que nous voyons habituellement là, c'est la topologie physique. Mais à l'intérieur, en fonction maintenant de la limitation des flux de communication, on a ce qu'on appelle la structure logique qui n'est pas visible. Il faut peut-être utiliser donc les NMS, c'est-à-dire les systèmes de surveillance pour faire ressortir cette topologie. La topologie logique indique qui communique avec qui dans l'infrastructure. Parce qu'il peut y avoir des restrictions opérées par l'administration du réseau. C'est-à-dire qu'au niveau physique, nous pouvons avoir par exemple ici une liaison physique entre ces deux switches. Mais en temps normal, c'est bloqué, son utilisation est bloquée. Donc, quand on observe en ce moment, il n'y a rien qui se passe ici. C'est peut-être une liaison qui est utilisée pour la sécurité, comme un backup. OK. Nous pouvons avancer pour voir maintenant ce qu'on appelle les topologies de base. Je vais ressortir ici. Il y a normalement ce qu'on appelle les topologies de base en réseau. Les topologies réseau sont classifiées en étoiles, je dis bien étoiles, star, boss, bus, ring, anneau, tree, arbre, maille complète ou maille partielle. On dit réseau maillé, réseau maillé complet, réseau maillé partiel. Mais de tout ceci, il y a combien? Il y a 4 topologies de base. Un, ou bien la première, une, deux, trois et quatre. Et voici. D'abord, l'étoile, ou bien si vous voulez, nous commençons par de façon chronologique. On a eu d'abord le bus ici. Donc, voici le bus qu'on appelle la topologie bus. Nous avons l'étoile ici. Nous avons l'anneau là-bas. Et nous avons la topologie maillée complète, ou bien on dit tout simplement topologie maillée là. Les autres sont des topologies dérivées, là et là. Donc, les 4 topologies de base, c'est le bus, l'étoile, l'anneau et la maille, ou bien la topologie maillée.
Nous avons l'arbre que l'on utilise notamment comme topologie logique, par exemple au niveau des switches qui exécutent le Spanning Tree protocole STP ou un autre protocole plus récent, subséquent, RSTP, MSTP. Nous arrivons au troisième et dernier grand titre de ce module pour parler donc de l'ingénierie des réseaux et des ingénieurs réseau. Je disais tout à l'heure que euh, le domaine des réseaux est une branche de l'ingénierie par excellence. Certains savent déjà ce qui caractérise l'ingénierie. L'ingénierie est différente des autres branches. Mais nous n'allons pas définir l'ingénierie de façon générale ici. Alors, lisons un peu ce qui est dit de l'ingénierie réseau. Network engineering refers to planning and designing feasible solutions based on network application requirements and computer network system standards, specifications, technologies, under the guidance of information system engineering methods and complete organizations, as well as integrating computer network hardware devices, software, and technologies to form a cost-effective network system that meets user requirements. Alors, un terme complexe ne peut pas être défini en une phrase, n'est-ce pas? Mais tout ce qui est dit ici se comprend. L'ingénierie réseau désigne la planification et le design de solutions faisables. Il faut retenir d'abord ça. Planification et design de solutions faisables. En ingénierie, on conçoit ce qui fonctionne et ce que l'on peut réaliser. Alors, sur la base de quelles informations et de quelles contraintes? Parce que là, nous sommes dans un contexte d'optimisation. Si je peux dessiner facilement, je vais mettre ici NE pour ingénierie réseau ou bien network engineering. Okay. Nous avons dit ce qu'il fait, planification. Je pourrais mettre ici entre parenthèses planification et design de solutions faisables. Alors, sur la base de quoi? Des besoins des applications ou bien besoins des utilisateurs. C'est ça qui vient ici comme input. Sur la base des standards, oui, ce sont des systèmes qui doivent fonctionner, des systèmes complexes, comme dans beaucoup d'autres domaines de la technologie. On observe les standards que lorsque l'on construit, même dans le génie civil, je dirais même surtout dans le génie civil. Par exemple, on doit respecter les normes quand on construit. Nous en avons aussi ici en ingénierie des réseaux informatiques. Donc, les standards, les spécifications et les technologies. Puisque en fin de compte, il faut réaliser, on ne peut utiliser que les technologies existantes. Parce que vous allez acheter des switches ou bien des routeurs, ce sera des switches pour implémenter une technologie donnée. Et ensuite, il y a les méthodes. Les méthodes d'ingénierie des systèmes d'information en général. Il faut aller en informatique, peut-être savoir ce que c'est qu'un système d'information. Mais en général, en entreprise, on désigne l'ensemble, toute l'infrastructure, le réseau, avec les applications qui tournent dessus comme étant le système d'information de l'entreprise. Donc, on dit ici aussi, donc, utiliser, peut-être mettre ici, donc, les méthodes d'ingénierie des systèmes d'information. Nous comprenons par là
Il faut travailler de façon méthodique. Et quelles sont les exigences pour ce travail? Voilà nous avons dit les inputs, paramètres, contraintes et méthodes. Et nous avons dit les solutions faisables. Dans ces solutions, il y a quoi? Il y a intégration des équipements réseau. On va dire, dans un résultat, une solution réseau, on va retrouver les commutateurs et des routeurs à des endroits bien précis. On va trouver des logiciels d'application. Si le projet contenait cela, parce qu'on peut dire, avoir un projet qui concerne à la fois l'infrastructure réseau et les systèmes qui vont tourner pour offrir les services que nous allons avoir. Et la caractéristique des solutions faisables, c'est quoi? Ces solutions doivent être optimales par rapport au coût. To form a cost-effective network system. Donc, le résultat de l'ingénierie, c'est un système ou bien une proposition optimale pour le réseau à construire. Et de façon naturelle, il faut que cette proposition de solution soit réponde aux exigences. Nous avons mis ici les exigences de début. Si on fait de l'ingénierie, on construit pour avoir un produit qui ne répond pas aux besoins énoncés au départ, ça veut dire qu'il y a échec. Voilà donc en fait l'ingénierie de réseau présentée. Les modules techniques sont couverts par l'ingénierie de réseau. Alors, nous avons la représentation ici. Que vous dit la tête là? Il faut réfléchir, n'est-ce pas? Synonyme, une activité intellectuelle. Donc, l'environnement pour lequel le réseau doit être construit, c'est par exemple de l'espace physique disponible, les médias, et au-dessus, on va avoir un certain nombre d'applications qui doivent tourner avec la performance exigée. Et voilà tout ce que l'ingénierie réseau peut donc avoir à traverser, ou bien tous les aspects auxquels l'ingénierie réseau peut être confrontée. Alors, nous passons maintenant à ceux qui font cette activité, les ingénieurs réseau. Disons que le terme ingénieur, nous savons à travers le monde, selon les cultures, il y a différentes façons de reconnaître la qualité d'ingénieur. Il y a des pays qui se basent sur les diplômes académiques pour vous classer comme ingénieur. Quand vous sortez d'une école d'ingénierie, un diplôme indiqué, Master of Engineering ou Master, comme on peut toujours l'appeler. Et il y a des pays qui ont une approche orientée sur les compétences, hein, qui vous reconnaissent le titre d'ingénieur en fonction de ce que vous pouvez faire, en fonction donc du savoir-faire que vous avez démontré. Ok, c'était une parenthèse là. Nous sommes ici dans notre domaine de l'ingénierie des réseaux. Nous disons donc que les ingénieurs réseau, lisons un peu, network engineers are technology professionals who master professional network technologies, have professional skills, professionalism, and project implementation experience in the field of network engineering, and are able to fully communicate with customers or other project stakeholders on site. Voilà les qualificatifs ou bien les exigences aux ingénieurs réseau. On dit que ce sont des professionnels de la technologie qui maîtrisent les technologies réseau, qui ont des compétences professionnelles et qui font preuve de professionnalisme
dans leur comportement et dans leur façon de travailler. Quand on dit faire preuve de professionnalisme, qui ont de l'expérience dans l'implémentation, dans la réalisation de projets dans le domaine de l'ingénierie des réseaux. Naturellement, il y a toujours ce qu'on appelle les juniors professionnels, c'est-à-dire les débutants. Hein. Je dis par rapport à ce point, quand on parle de l'expérience, chacun commence à un moment où il n'a pas encore cette expérience et qui peuvent entièrement communiquer avec les clients et les autres parties prenantes du projet réseau. Communiquer entièrement. La communication fait partie de ce qu'on appelle aujourd'hui les soft skills. Quand on parle des ingénieurs réseau. Et la difficulté pour un professionnel de technologie ou bien un technicien, comme si nous pouvons appeler vulgairement, c'est qu'il doit pouvoir communiquer avec tout le monde, avec les gens qui sont de son niveau et les gens qui ne sont pas de son domaine. C'est ça donc le challenge. Communiquer avec les clients et les autres parties prenantes. Les parties prenantes, ça peut être par exemple ceux qui financent les projets. Si c'est par exemple un projet financé par une banque, et si c'est par exemple un projet où on a des utilisateurs qui doivent donc faire tourner des systèmes applicatifs, il faut bien donc communiquer avec eux. En plus, in addition, they can develop implementation solutions and project plans. En plus de ce que nous avons déjà dit comme exigence, ils peuvent donc développer des solutions d'implémentation et des plans de projet. Là, nous entrons dans la gestion de projet basés sur les besoins des clients et les facteurs environnementaux. Facteurs environnementaux, c'est par exemple donc les technologies que l'on peut avoir. Nous avons dit ici que dans l'ingénierie, il faut intégrer les technologies ou bien tout se base sur des technologies, mais on ne peut pas avoir ces technologies à disposition. Si vous voulez, par exemple, concevoir un réseau pour une entreprise ici maintenant, là où il faut aller sur la grande distance, qu'offrent les opérateurs qui couvrent la grande distance chez nous. Leur portefeuille est très pauvre par rapport à ce que l'on a dans d'autres pays. Je dis leur portefeuille est très pauvre par rapport à ce qu'on a dans d'autres pays. Donc, là où on pouvait trouver des solutions bien connues et bien fonctionnelles, ici, dans un environnement, on peut être dans une situation où on est contraint de penser à autre chose. Voilà donc les facteurs environnementaux. Fully mobilize resources of all parties to ensure a timely and high quality project implementation. Voilà. Les ingénieurs réseau doivent pouvoir mobiliser les ressources de toutes les parties pour assurer que le projet a été réalisé avec de la qualité et à temps, le respect des délais. Un problème. Dans la gestion de projet, on va vous parler de tous ces soucis récurrents avec le dépassement de délai des projets. Alors, mobiliser les ressources. Vous savez, quand il y a un projet, peut-être les financements sont souvent échelonnés et débloquent les sous en fonction des preuves que vous allez apporter que le projet avance d'après le planning de départ. And provide training for stakeholders. Nous sommes ici vers la fin. C'est-à-dire quand le projet est déjà, le résultat est déjà visible, il faut former les parties prenantes et il faut fournir les documents du projet, la documentation. Quand c'est un projet sur la base d'un contrat ou bien des contrats, c'est toujours mentionné dans ces contrats, hein, les documents qui vont être fournis. Mais dans tous les cas, même si c'est un projet qui est conduit en interne, c'est-à-dire que vous êtes ingénieur réseau dans votre propre entreprise
l'entreprise a initié un projet. C'est l'équipe interne, peut-être avec quelques consultants. Vous devez penser à la documentation, puisque cette documentation représente une clé pour une exploitation sans heurts après. Alors, nous avons regroupé ici les différentes exigences en 3 socles. Le socle de connaissances professionnelles, la qualification, c'est-à-dire la formation initiale, et les compétences professionnelles. Nous pouvons regarder rapidement les connaissances techniques. Oui, si vous avez été formé comme informaticien, comme ingénieur, je ne sais dans quelle spécialité académique, vous devez avoir ces compétences que votre diplôme indique que vous devez avoir, hein, que vous êtes supposé avoir d'après votre diplôme. La connaissance de produits, oui, c'est ça, le monde technologique évolue beaucoup. Si vous regardez, par exemple, les portefeuilles des équipementiers aujourd'hui, en 2022, ce n'est pas ce qui était là en 2000, je ne sais pas, 15. Les connaissances de l'ingénierie, savoir comment on travaille, la démarche, il y a quand même une démarche, une façon de travailler commune aux différentes branches de l'ingénierie. Par exemple, l'instinct d'optimisation, la connaissance industrielle, en fait, où va le monde industriel, qu'est-ce qui est prévu. Par exemple, si vous êtes par exemple dans les réseaux de communication mobile, vous vous rappelez les générations, on parle actuellement de 5G et de plus même de 6G. Si vous devez donc faire de l'ingénierie réseau, là vous allez, il faut bien savoir que c'est là, on est en train d'évoluer. Mais seulement les détails vont vous permettre, par exemple, de dire qu'en ce moment-là, si malgré qu'on parle même déjà d'une génération après la 5G, il faut s'appuyer sur la 4G pour une infrastructure. Tout dépend du projet devant lequel vous vous trouvez. La spécification de process, il y a des méthodes formelles. Ici, la qualification de base, des compétences d'apprentissage. On doit pouvoir se former, acquérir de nouvelles informations. Ce que nous manque, l'informaticien ne doit pas obsolète en matière d'information. Collecte d'informations, service awareness. L'ingénierie, c'est un domaine où il faut avoir soi-même l'engagement personnel de faire quelque chose qui réussit, hein, d'atteindre la qualité. Pas seulement être contraint donc de faire ou bien d'atteindre certaines exigences, de remplir certaines exigences, des valeurs. Le business etiquette, ou bien l'étiquette en général, on parle même de netiquette, c'est une sorte de code de conduite. Hein, on dit code de bonne conduite pour bien se comporter conformément à un code. Si on pouvait avoir une étiquette pour les réseaux sociaux, un code de bonne conduite, de bon comportement pour les réseaux sociaux et qui venait à être respecté, ça nous aiderait, je crois. Et maintenant, donc, nous avons ici les compétences professionnelles. La capacité de communication, comme nous avons dit tout à l'heure, nous avons dit le défi, c'est de communiquer avec des gens qui ne sont même pas du domaine. Ça peut être des clients, ça peut être des parties prenantes, autres parties prenantes, parce que les clients sont d'abord des parties prenantes. Et la résolution de problèmes, la démarche de la connaissance de la démarche de résolution de problèmes, la capacité de présentation. Au cours d'un projet, il y a toujours des présentations à faire. Vous devez présenter ce que vous êtes en train de faire. Ça rejoint la communication que nous avons ici aussi. Et être initié quand même au management de l'entreprise en général, pour ne pas, par exemple,
imaginer des choses qui ne passeraient pas lorsque l'on va faire intervenir certaines contraintes managériales, notamment les contraintes économiques et la capacité de fonctionnement en équipe, et teamwork. Un individu, ça ne peut pas conduire un projet réseau. Et parfois, un projet réseau implique des spécialistes de plusieurs orientations. Les ingénieurs réseau, eux, doivent gérer des interfaces avec d'autres spécialistes. OK, nous résumons cela ici. Comment arriver au titre, il faut bien comprendre quand je dis au titre d'ingénieur réseau, comment acquérir le package, le bagage qui peut permettre d'être appelé ingénieur réseau. Nous avons ici, vous pouvez regarder, avoir des connaissances en routing, routage et commutation. Ça, ce sont les technologies de base de fonctionnement de l'infrastructure, c'est-à-dire des équipements réseau. How to perform, verify, and query OSPF configurations. Vous comprenez que cela représente une bonne portion de l'activité de l'ingénieur réseau, que ce soit au niveau encore de la planification ou au niveau de l'exploitation déjà. Open Shortest Path, ce protocole de routage est représentatif pour les autres, donc maîtriser les protocoles auxiliaires. Ça, ce sont les protocoles auxiliaires, les protocoles de routage et un autre protocole comme le spanning tree. Protocole auxiliaire par opposition au protocole qui déplace effectivement les données utilisateurs. Underlying working mechanisms of protocols and packets, donc de bonnes connaissances là-bas, pour pouvoir, par exemple, diagnostiquer en cas de problème. Vous savez que, surtout au niveau de l'exploitation, l'analyse de trafic représente un moyen auquel on a régulièrement recours pour beaucoup de raisons. Raisons de sécurité, observer le comportement de tel ou tel système. Et au-dessus, les capacités, on dirait au-dessus, qui coiffent tous les autres, la capacité de concevoir des solutions. Il y a une différence entre conception et design. Dans la conception, on applique généralement les connaissances scientifiques, je vais dire, et le design, on fait intervenir les appréciations de l'ingénieur, je veux dire donc l'expertise de l'ingénieur. Donc, la planification de réseau, l'implémentation, le troubleshooting et l'optimisation. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Parlons de système de certification Huawei. Voilà ce que Huawei dit. Huawei certification injects vitality into talent development for enterprises. Donc, le but, c'est de produire des talents pour les entreprises. On dit la certification Huawei injecte donc de la vitalité dans le développement des talents pour les entreprises, mettre des talents à la disposition des entreprises. Nous pouvons lire en détail l'examen de certification. De quoi est-il question? Qu'est-ce qui est recherché là-bas? Alors, cultivate experts who understand both business and technologies. Donc, préparer, on dit produit, je vais utiliser le terme produit pour ne pas dire cultiver. Produire des experts, préparer des experts qui comprennent aussi bien le business que les technologies. Produire des experts de construction de plateformes et des services, des applications de services sur la base du Huawei Cloud. Donc, cultivate platform construction and service application experts based on the Huawei Cloud.
je vais donc reprendre ce point. Donc, produit donc des experts de construction des plateformes, ceux des experts qui vont créer des plateformes ou bien qui vont créer donc des services d'application. Bien comprendre ici, quand on est dans l'environnement de cloud, alors désormais, l'infrastructure se trouve ailleurs. Et qu'est-ce qu'il faut faire tout simplement au-dessus de l'infrastructure? Configurer des services qui vont permettre de réaliser les applications que nous avions souvent en entreprise à travers des logiciels installés. Focuses on ICT infrastructure and cultivates architecture talent in all ICT fields. Peut retenir ici que le portefeuille de certification vise à couvrir tous les champs de l'ICT, TIC, technologie de l'information et de la communication, si vous voulez. Fournir des talents avec des possibilités de développement de carrière. La certification a été effectivement créée à l'époque pour permettre aux professionnels de montrer qu'ils sont à jour, qu'ils maîtrisent le niveau actuel de la technologie, ce qui leur permettrait donc d'avancer dans la carrière. Meets Enterprise Talents Career Evolution from an engineer to a senior engineer, donc tel qu'on progresse pour ne pas rester sur place dans la carrière. Provides an hierarchical certification system that provides customized talent growth and so on. Et l'autre grand point, facilitating enterprise innovation and transformation. Si à travers la certification, on met donc à la disposition des entreprises des compétences, alors cela va faciliter l'innovation de l'entreprise, c'est-à-dire le développement n'est pas plombé par l'absence de compétences. Que le développement ne soit pas plombé par l'indisponibilité de compétences dans les entreprises. Alors, regardons ici le portefeuille effectivement de certification Huawei. Huawei certification covers all ICT fields and is committed to providing a leading talent cultivation architecture and certification standards, cultivating ICT professionals in the digital era and building a healthy ICT talent ecosystem. Ce sont des formulations ou bien une formulation forte, formulation avec des termes forts, mais alléchant. La certification Huawei couvre tous les champs, tous les domaines des technologies de l'information et de la communication et est engagée à fournir un talent leader, qu'est-ce que je dis? Une architecture leader dans la production, oui, une architecture leader dans la production de talents et des standards de certification produits des professionnels des technologies de l'information dans le domaine du à l'ère du digital. Je reprends donc produits des professionnels des TIC à l'ère du digital et créer un écosystème de talents sain, un écosystème de talents sain en TIC. Nous allons constater ici bien illustré qu'il y a trois grandes orientations pour les certifications Huawei, trois grandes orientations. Il y a l'orientation infrastructure, l'orientation plateforme et services et l'orientation intégration verticale. Intégration verticale. Regardons par exemple qu'est-ce qu'on a au niveau de l'infrastructure. Vous voyez la transmission, vous voyez ça c'est vraiment la technologie, les réseaux d'accès, LTE, nous sommes là, 5G,
Ça, ce sont les technologies ou bien les normes encore d'actualité ou bien d'actualité dans le domaine des réseaux mobiles. Nous avons ici le Data Communications, c'est ici que nous nous positionnons avec cette formation. Nous avons le Wireless LAN juste à côté, au même niveau de l'infrastructure. Et je voudrais signaler ici qu'il y a une certification effectivement en wireless LAN sur la plateforme. Il y a une classe de l'Académie de Douala. Il y a certains qui sont même déjà inscrits là. Si vous êtes bien motivé, on pourra vous offrir la possibilité de préparer aussi une certification en wireless LAN pendant que vous faites de data com. Le SDN, Software Defined Networking, nous sommes ici dans le cadre de la virtualisation des réseaux. Et ça continue ici de l'intelligence dans l'infrastructure. Nous avons ici les équipements donc, de sauvegarde. Vous savez, le cloud, par exemple, aujourd'hui est basé sur des technologies de sauvegarde qui fonctionnent à merveille. Et au-dessus de tout cela, un peu comme pour coiffer au niveau de l'infrastructure ou bien pour représenter la référence au niveau de l'infrastructure aujourd'hui, nous avons les data centers. Faire fonctionner un data center. C'est là où les connaissances vont être des spécialistes du domaine sont effectivement mises à rude épreuve. Et il y a la sécurité qui couvre là, vous voyez transversale ici, pour l'infrastructure, certification en sécurité là. Un peu au-dessus, donc, nous avons que le niveau plateforme, orientation, plateforme et services. Vous voyez dedans dans le cloud, cloud computing, cloud services, vidéosurveillance, intelligente vidéosurveillance, la communication d'entreprise, là où joue aujourd'hui la vidéoconférence pour la collaboration au quotidien dans les entreprises, l'Internet of Things dont je parlais tout à l'heure, l'intelligence artificielle et le big data. Ce sont tous des orientations scientifiques, technologiques que l'on utilise bien ici pour les plateformes complexes que vous connaissez. Et au niveau de la certification, c'est en fait des spécialistes, produits des spécialistes pour l'application dans des domaines précis. Par exemple, la finance. Hein? Par exemple, la finance ou bien la sécurité publique. Donc, trois grandes orientations pour le portefeuille de certification Huawei et aussi trois niveaux de certification. Trois niveaux de certification. Il y a le HCIA, Huawei Certified ICT Associate, c'est ce que ça veut dire. Ça, c'est le premier niveau. Quand vous évoluez, vous faites de la certification HCIP, Huawei Certified ICT Professional, et le dernier niveau, le plus élevé, c'est le niveau expert. Ça ne se fait pas partout, le niveau expert, là. Peut-être qu'il faut se déplacer. Si vous regardez peut-être sur la plateforme, vous allez voir qu'il y a quelques rares centres au monde pour le niveau expert. OK, les trois niveaux sont encore bien représentés ici sous forme d'un escalier qu'il faut grimper. Et à côté, quelques informations sur les caractéristiques visent à produire des ingénieurs réseau avec des connaissances et compétences, qu'est-ce que je dis, avec des ingénieurs, il manque quelque chose ici, plus théorie et compétences. Je vais donc dire, vise à produire des ingénieurs réseau avec des compétences en théorie, des connaissances en théorie et des compétences de base en communication de données. Quand on fait Datacom, oui, c'est bien Datacom. Et le prochain niveau, former des ingénieurs réseau seniors
Donc, ça, c'est les débutants. Pour la planification de solutions transversales au domaine, planification et design, single field planning and deployment. Peut-être que ça ne va pas vous inspirer particulièrement, puisque vous n'êtes pas encore à ce niveau. Et donc, le niveau le plus élevé produit des experts réseau avec des fondements théoriques solides, des capacités de déploiement pour des solutions transversales. Voilà donc les niveaux. Alors, comme j'ai dit au début, chaque module se termine par un certain nombre de questions. Nous avons une seule ici. C'est précisé que c'est un choix unique. Hein, c'est un choix unique. Which of the following type of network topology has the highest reliability? Quel est lequel des types de topologie ci-dessous a la plus grande fiabilité, la fiabilité la plus élevée? Nous pouvons procéder par élimination. Si on coupe un câble, en fait, une liaison dans les topologies que nous avons là, dans le cas de l'étoile, si on coupe, c'est une machine qui est isolée. Dans l'anneau, si ça se coupe, là, c'est le fonctionnement de l'ensemble. Parce que l'anneau a besoin que les paquets fassent le rond là, pour qu'il y ait communication. Donc, quand on coupe l'anneau hors service, FDDI avait utilisé 2 anneaux. Donc, je disais ici pour l'étoile, si on coupe un câble, c'est une seule machine qui est isolée, dont les autres peuvent continuer à fonctionner. Il y a la topologie maillée complète, une des topologies de base. Quand on coupe un câble, c'est quoi? La caractéristique, c'est que chaque machine est connectée à chaque autre machine par un câble à part. Donc, ça aura pour conséquence uniquement l'interruption de la communication entre 2 machines. C'est-à-dire que cette machine pourra peut communiquer avec celle-ci, mais pas continuer à communiquer avec l'autre. Tout comme cette machine ne peut plus communiquer avec celle-ci, mais elle va continuer à communiquer avec celle-ci. Donc, elle n'est pas totalement hors service, elle n'est pas totalement isolée. Contrairement à l'étoile, parce que si on coupe le câble ici, cette machine est entièrement isolée, elle ne peut plus communiquer avec qui que ce soit. Quand on coupe le câble pour l'arbre, qu'est-ce qui se passe? Si on coupe ici, alors tout ce compartiment est décroché. Tout ce compartiment est décroché et donc plusieurs machines sont potentiellement coupées du reste du réseau. Donc, avec tout cela, donc, qu'est-ce qui peut aller ici? Je crois que c'est ici. Dans le manuel de formation, vous avez des réponses proposées à ces questions. Il faut regarder, mais aussi réfléchir comme nous faisons là. Donc, c'est le C pour dire donc la topologie maillée complète. Là, nous arrivons au résumé. This session describes the concepts of network communication and data communication network. The basic function of a data communication network is to implement network communication. Ça, c'est clair, je n'ai plus besoin de revenir dessus. La fonction de base d'un réseau de communication de données est d'implémenter la communication réseau ou bien permettre la communication réseau. This session also introduces various network devices, differences between LAN, WAN, MAN, various network topologies. In actual networking, multiple topologies are combined according to the requirements of multiple parties. Donc, nous avons présenté les topologies de base, mais dans les réseaux réels, on ne va pas trouver entièrement une seule topologie, le bus, l'étoile. On aura toujours des topologies mixtes parce qu'on va procéder à cette combinaison pour répondre aux exigences de parties différentes. This session
also describes network engineering and network engineers and introduces Huawei Data Communication Certification System. Revenez particulièrement à ce système de certification Huawei pour voir ce qui vous attend comme piste une fois que vous êtes engagé ici, des opportunités, je veux dire. Alors, nous arrivons à la fin de ce premier module. Je voudrais vous remercier d'avoir suivi. Au revoir.